Bonsoir Valérie Masson-Delmotte. Bonsoir. Et merci d'être en direct avec nous ce soir. Félicitations pour ce prix qui vous distingue parmi 9 autres scientifiques sur la planète. Ce soir, c'est un hasard de calendrier, le solstice d'hiver. Nous entrons dans l'hiver ce soir et nous avons des températures, une météo digne d'un mois d'avril. Alors je sais qu'il ne faut pas confondre climat et météo. Il n'empêche, Météo France nous dit cet après-midi que l'année 2018 est la plus chaude depuis le 19e siècle. Depuis qu'on mesure en fait. Oui, donc en France comme en Europe, c'est une année record 2018 qui s'inscrit dans une tendance au réchauffement qu'on observe partout, aussi bien à la surface des continents qu'au-dessus des océans. Et la cause de ce réchauffement, ce sont nos rejets de gaz à effet de serre, puisqu'en fait, ils empêchent une partie de la chaleur de partir vers l'espace. Et donc cette énergie s'accumule, elle réchauffe l'air en surface, les océans en profondeur, ils ont stocké plus de 90% de l'énergie supplémentaire, on ne peut pas revenir en arrière. Et puis un climat qui se réchauffe, c'est un climat avec des vagues de chaleur plus intenses, plus fréquentes. C'est aussi, par exemple, dans le sud de la France, un climat où on observe une augmentation de l'intensité des pluies records, parce que de l'air plus chaud peut contenir plus d'humidité. C'est un des enjeux de ce climat qui change. Nous entrons dans un territoire nouveau. Nous n'avons pas nécessairement le retour d'expérience pour faire face aux vagues de chaleur, à des pluies plus intenses, à des sécheresses qui touchent une surface plus grande. Et donc, il faut anticiper, tenir compte des connaissances scientifiques pour s'adapter. Mais si on veut éviter la poursuite de ce réchauffement, l'urgence, c'est aussi agir pour réduire les rejets de gaz à effet de serre le plus vite possible. L'urgence, c'est agir. Quel regard portez-vous sur le travail de ces ONG, sur cette pétition qui a dépassé le million de signataires et qui promet d'attaquer l'État parce qu'il ne répond pas à l'urgence ? Ce qu'on voit dans la société, c'est une aspiration à ce que des solutions puissent être déployées, de sorte à construire une transition qui soit équitable, qui soit juste, mais qui permette de sortir de la dépendance aux énergies fossiles pour être en situation de maîtriser le réchauffement climatique et y faire face. Notre dernier rapport qui a donné lieu justement à cette récompense de nature, le rapport du GIEC sur 1,5 degré de réchauffement planétaire. Vous avez co-rédigé ce dernier rapport du GIEC qui précise que si on veut limiter le réchauffement à 1,5 degré, il faut une transformation rapide, une transformation sans précédent. En fait, il montre que chaque demi-degré compte. Chaque demi-degré, c'est un monde différent qu'on prépare pour les jeunes générations d'aujourd'hui. Il montre également que chaque année compte par rapport aux rejets de gaz à effet de serre et leur effet d'accumulation pour le dioxyde de carbone. Pour arriver à stabiliser le climat dans le monde, il faut que les émissions elles aillent vers le net zéro pour le dioxyde de carbone. Si on veut avoir une chance de le contenir à 1,5 degré, c'est à horizon 2050. Pour le contenir à 2 degrés, c'est à horizon 2070. Et donc, il faut préparer cette transition, il faut la mettre en œuvre dans tous les secteurs d'activité. C'est possible, c'est aussi une opportunité de créer de nouveaux emplois, des emplois non délocalisables. Mais chaque choix compte, et en particulier le fait de mettre en place des transitions qui prennent en compte les vulnérabilités et qui protègent les plus vulnérables, à la fois des conséquences d'un climat qui change, mais aussi par rapport aux choix politiques qui sont faits. Vous faites directement écho à ce qui vient de se passer en France, Valérie Masson-Delmotte. Pas uniquement en France. Le mouvement des Gilets jaunes, par exemple, cette réaction à une taxe carbone tant voulue par des écologistes dont vous êtes peut-être, Valérie Masson-Delmotte, mais qui a montré ses limites en termes de faisabilité politique. En fait, l'enjeu, c'est de mettre en place une transition où on propose des solutions et où les gens ne soient pas piégés en étant taxés sans avoir de compensation. Et on le voit très clairement avec la réaction qui a eu lieu en France. On a d'autres exemples dans le monde avec une augmentation de la fiscalité, par exemple sur les carburants, qui s'est accompagnée de redistribution, de sorte à ce qu'il y ait eu un effet d'indication, mais qui n'y ait pas d'effet de punition. Donc, ce que montrent par exemple les rapports du GIEC, c'est qu'il y a beaucoup d'occasions d'avoir une réorientation des choix publics, des choix particuliers, des choix des entreprises. Et il n'y a pas que cette solution de taxer uniquement les carburants qui compte. Les scientifiques, n'avez-vous pas un problème de compréhension, d'écoute de la population? On a l'impression que les alertes se multiplient. Vous-même, vous êtes récompensé par ce qui est une des plus grandes revues scientifiques au monde, Nature. Est-ce que vous pensez qu'en France ou dans le monde occidental d'une manière générale, on a un problème dans notre rapport à la science? On dirait que vous n'êtes pas du tout entendu. Moi, je dirais que d'abord, il y avait cette idée que le réchauffement climatique, c'est quelque chose de lointain pour les générations futures et qui concerne d'autres régions du monde. On voit aujourd'hui que
comme partout, on est concerné par le réchauffement qui est déjà là. C'est pas quelque chose pour le long terme, c'est quelque chose d'aujourd'hui. Ensuite, sur le rapport, disons, aux prévisions, aux projections scientifiques, on voit se réaliser depuis 30 ans ce qui était attendu par les premières simulations d'évolution future du climat. Donc pour nous, ça n'est pas une surprise. Donc l'enjeu, en fait, c'est qu'il y ait une appropriation par tout le monde de cette chose nouvelle, qui est le fait que l'activité humaine exerce une perturbation à l'échelle planétaire qui se retourne contre nous. Donc c'est ce qu'on appelle l'anthropocène, finalement, le fait que il faut entrer dans une nouvelle ère. Dans notre vision du monde, les conséquences de nos actions ou de nos inactions, et penser le temps long. Penser aux conséquences à long terme de nos actions, aussi bien par rapport au réchauffement climatique que par rapport à l'effondrement de la biodiversité. Et moi, je dirais qu'il y a une prise de conscience qui est très grande dans la population. Il y a parfois un décalage plus grand avec les décideurs, en particulier dans le monde politique. Et ce qui est très frappant, c'est chaque fois qu'il y a eu des assemblées citoyennes, vous savez, on tire au sort les gens pour que ça ressemble à la population, avec toutes les générations représentées, toutes les catégories sociales représentées. Ce qui était frappant, c'est qu'à chaque fois que ça a été fait, il y avait une prise de conscience beaucoup plus grande et une attente d'action beaucoup plus ambitieuse que ce qui ressortait des parlements élus, par exemple. La population est prête, en tout cas plus que la classe politique, c'est ce que vous nous dites? Moi, c'est ce que je ressens, c'est ce que je ressens en France comme dans beaucoup d'autres régions du monde. Il y a une aspiration à transformer un modèle de développement qui crée des inégalités, qui crée des injustices, qui est destructeur par rapport à l'environnement, de sorte à ce qu'on redonne sens à des choix collectifs pour améliorer le bien-être de tous. Et ça va largement au-delà de la question du changement climatique, mais c'est une occasion de réfléchir à ce qu'on peut améliorer. On prend la question, par exemple, des émissions de gaz à effet de serre liées au transport. On a des tas de problèmes liés au transport. On a des problèmes d'engorgement, on a des problèmes de coûts, on a des problèmes de qualité de l'air. C'est une opportunité de repenser autrement comment on peut aménager autrement le territoire, avoir des solutions de transport en commun, utilisant les technologies récentes, numériques et autres, qui permettent de partager des véhicules pour faire mieux. Et on peut prendre de la même manière la question de l'alimentation. On est dans des situations, on a une façon de s'alimenter qui pose problème, qui détruit dans beaucoup de régions du monde la biodiversité, qui crée des problèmes de santé chronique. On peut aussi repenser la manière dont on s'alimente, de sorte à ce que ce soit porteur de solutions, aussi bien pour les rejets de gaz à effet de serre que pour ces autres enjeux de santé et de biodiversité. Qui va la payer, cette dette écologique? À travers la planète, on sait que certains s'en sortiront mieux que d'autres. Est-ce qu'on sait déjà aujourd'hui qui seront les premières victimes de ce réchauffement climatique? Alors, dès aujourd'hui, partout dans le monde, ce sont les plus vulnérables, puisque c'est ceux qui ont le moins de capacité de surmonter, par exemple, des catastrophes naturelles. Certains pays sont particulièrement exposés, les petits États insulaires, les pays les moins avancés. Mais si on regarde autour de chez nous, le sud de l'Europe, c'est une des régions qui est aux avant-postes du réchauffement climatique, avec des enjeux qui sont liés, par exemple, aux vagues de chaleur, à la perte de biodiversité, mais aussi au manque d'eau. Donc on fait partie des régions qui sont parmi les plus exposées, en particulier par l'intersection changement climatique et risque de manque d'eau, en particulier en été. Avant de terminer, je voudrais quitter cette urgence climatique, ou pas peut-être, c'est vous qui allez nous le dire. Je sais que vous avez beaucoup travaillé sur le Groenland. Tous ceux qui nous écoutent ne connaissent pas le Groenland, j'en suis sûr. Une infime minorité. Est-ce que vous pouvez nous faire rêver, nous dire un mot important, une chose à savoir sur le Groenland ce soir? Alors au Groenland, c'est là où on trouve des carottes de glace qui nous permettent de remonter jusqu'à 130 000 ans vers le passé, sur quasiment 3 km d'épaisseur. Ce sont des archives exceptionnelles qui nous permettent de connaître l'histoire du climat à l'échelle de notre humanité, l'histoire du climat qui a permis à nos ancêtres de sortir d'Afrique, de s'installer par le Proche-Orient, d'arriver en Europe. Donc c'est une mémoire formidable, c'est aussi un des plus beaux endroits du monde avec le mélange océan, glace et roches. C'est un pays qui est comme une sorte de modèle réduit de tous les enjeux. Parce que finalement, ce qui se passe partout affecte le Groenland. La pollution qu'on émet ici va faire réagir les glaciers du Groenland. Et ce qui se passe au Groenland, ça va aussi agir pour notre littoral, puisque un des enjeux d'adaptation, c'est la montée du niveau des mers. Et qu'aujourd'hui, la contribution du Groenland à la montée du niveau des mers augmente année après année. Merci beaucoup Valérie Masson-Delmotte. Merci d'être venue ce soir dans le studio d'Europe 1. Vous êtes, allez-y, vous vouliez dire encore un mot? Oui, un mot. L'urgence à ce que la question du changement climatique et la question de l'effondrement de la biodiversité soient traitées à la hauteur des enjeux dans les programmes scolaires, quasiment absents dans les nouveaux programmes de collège, quasiment absents dans les nouveaux programmes de lycée. Je ne comprends pas qu'on ne considère pas que cet enjeu-là soit une priorité, ne soit pas une priorité pour donner des clés aux jeunes générations, à la fois pour comprendre, mais aussi pour agir. Vous avez des enfants, Valérie Masson-Delmotte?
J'ai 2 jeunes femmes. Qui sont adultes maintenant. Voilà. D'accord, parce que les enfants, les petits, c'est incroyable comme ils sont réceptifs à ces questions-là. Ils sont très ouverts à ces questions-là et peut-être que ça changera plus vite avec eux qu'avec nous, on verra. Merci Valérie Masson-Delmotte d'être venue dans le studio d'Europe 1 ce soir. Vous êtes climatologue, directrice de recherche au CEA, le commissariat à l'énergie atomique, et vous venez d'être désignée par la prestigieuse revue Nature comme l'une des 10 scientifiques les plus importantes de l'année 2018. Merci d'avoir été dans le studio d'Europe 1 ce soir.